Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Et cette semaine, c'est Michel Geoffroy qui remplace Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Michel. Bonjour Nicolas. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube dédiée à Immédiat, Immédiat TV Liberté. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum. Aujourd'hui, émission bien entendu largement consacrée à l'horrible assassinat et à la décapitation de Samuel Paty par un islamiste tchétchène. Dans la première partie de l'émission, nous verrons que si certains médias persistent à vouloir détourner l'attention, il semble y avoir une prise de conscience générale. Nous ferons ensuite une petite pause avec la revue de presse de la semaine, puis nous reviendrons sur le sujet principal avec le retour de la loi Avia et une analyse sur l'avenir de cet émoi général. Immédiat numéro 319, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Michel, c'est celle d'actes d'intimidation à Lyon, avec tout d'abord un homme qui a harangué le cortège d'hommage avant d'être évacué par la police, et également un rodéo contre la police en marge du rassemblement, pas nécessairement dirigé contre le rassemblement lui-même, mais plutôt contre les policiers qui le sécurisaient. Des images intrigantes. C'est des images qui montrent, à mon avis, qu'il y a plusieurs Français aujourd'hui. Il y a les Français qui sont choqués par cet horrible attentat. Il y a les Français qui sont choqués par les caricatures du prophète. Et puis, il y a les Français qui trouvent que finalement, c'est plutôt bien que les attentats, c'est drôle ou c'est même parfois bien. Donc, je veux dire, voilà une réalité que les médias mainstream s'efforcent de cacher, comme d'habitude, comme en général. Ils cachent, lorsqu'on voit des journalistes qui ont commenté dès le vendredi soir cet assassinat, on voyait derrière des petits jeunes qui gigotaient, qui rigolaient. Bon, tout ça donne quand même une image un peu inquiétante de l'évolution de la société française. Oui, en sachant que c'est un classique et que Le Figaro, dans un article sur la question, a montré que, effectivement, les journalistes du Figaro étaient un petit peu choqués par le détachement chez les jeunes du collège, les collégiens qui étaient parfois anciens élèves de ce professeur. Donc, effectivement, ça va dans l'autre sens. Il y a un détachement chez certains qui est inquiétant. Passons au premier sujet. Professeur décapité, les médias face au réel. Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, a été décapité par un migrant islamiste tchétchène pour avoir montré durant un de ses cours des caricatures de Mahomet réalisées par Charlie Hebdo. Ce professeur, qui avait pourtant pris la précaution de prévenir ses élèves musulmans qu'ils pouvaient détourner le regard, a dès lors été attaqué sans relâche par des parents d'élèves appuyés par des militants islamistes radicaux. Michel, jusqu'au drame. Oui, tout à fait. Oui, c'est un grand classique, malheureusement, et on va le voir tout au long de l'émission. Il se passe quand même beaucoup de choses dans nos écoles aujourd'hui. Et nos médias s'en sont un petit peu émus, il faut l'admettre, face à la violence de l'acte. Il y a eu très vite un émoi médiatique général, avec par exemple l'emploi du terme décapitation, qui était assez inconnu jusqu'à maintenant, avec un usage très rapide, par exemple ici dès 20h sur le JT de TF1. Une attaque devant un établissement scolaire à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Un homme a été décapité en fin d'après-midi. Son agresseur présumé tué par la police. Le parquet antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête.
À la même heure sur France 2, eh bien, le terme employé n'était pas le même. À la une ce soir, nous tenterons d'en savoir plus sur cette attaque au couteau qui a coûté la vie à un professeur d'histoire dans les Yvelines. L'auteur des faits a été abattu par les policiers. Le parquet antiterroriste s'est saisi du dossier. Nous irons sur place dans un instant. Oui, alors France 2, on voit les nuances. Hein. On ressort le terme d'attaque au couteau, qui est quand même très générique. On va même évoquer un coup à la gorge. Ouais, dans le reportage. Oui, là, c'est vrai que décapité, c'est vraiment un coup à la gorge. Hein. Bon, c'est une euphémisation d'une horrible réalité. Hein. C'est quand même très, très caractéristique. Le Parisien a fait un petit peu la même chose. Ah oui, hein. alors le Parisien indique que Samuel Paty avait été atrocement mutilé. Alors c'est vrai que couper la tête, c'est mutiler, mais enfin globalement quand même, je crois que les médias n'ont pas pu cacher cette réalité. Je pense qu'on assiste à un choc. D'ailleurs, le terme choc a été utilisé à plusieurs fois par les médias. C'est un choc, c'est le choc de la réalité. C'est-à-dire que on va voir tous les discours lénifiants et toute la novlangue qui était utilisée par les médias quand il s'agissait d'évoquer des actes violents commis par une partie de la population, comme on dit, par des jeunes, etc., ou par des terroristes. Tout ça se heurte à une réalité terrifiante. Et donc, les médias ont beaucoup de mal à cacher la réalité, donc ils vont être obligés de la décrire. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une explication à chercher dans le métier de la victime aussi? Alors aussi, on peut dire, effectivement, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui fabrique des républicains, comme dirait M. Macron, n'est-ce pas? Ça a joué aussi le fait qu'une école, c'est quand même un endroit où il y a des enfants, donc c'est quand même une population à risque. Effectivement, ça a dû jouer aussi. Mais je pense que c'est vraiment l'horreur de l'acte qui est telle qu'elle empêche les médias de raconter n'importe quoi comme ils faisaient habituellement. Alors, il y a quand même une minoration qui est encore présente. On a vu celle de France 2, il y en a eu d'autres, avec par exemple France Inter, qui sur son fil Twitter a mis beaucoup de temps avant d'évoquer la décapitation de cet enseignant. Et puis il y a évidemment Libération, qui méritait bien une mention spéciale dans ce immédiat, avec tout d'abord des unes problématiques, hein, alors que de très nombreux titres de presse avaient décidé de faire une une dédiée à l'événement. Eh bien, Libération cantonne cet acte terroriste à un bandeau, préférant attaquer Trump sur la une. Et puis on a une autre une de Libération, terrorisme, l'heure de la riposte, avec une mention très discrète de musulmans dans le sous-titre. C'est quand même le minimum. Et justement, eh bien, ce fameux c'est pas l'islam un petit peu, on va dire, eh bien ça a été aussi repris par Pierre Plotu, qui est journaliste à Libération. C'est l'obscurantisme qui a assassiné hier soir, dit-il, pas une couleur de peau, ni une nationalité, ni une religion. Donc l'islam n'a rien à voir avec cet attentat selon lui. Et puis on a également Libération qui fait sa traditionnelle enquête de voisinage à Évreux, la famille de l'assaillant de Conflans, très discrète, qui ne fait pas de bruit. Une famille très gentille qui n'a jamais eu de problème, avec des témoignages divers qui s'accumulent. Un gars très respecté, très serviable, il aimait faire rire la galerie, c'était quelqu'un de normal. Et Libération qui poursuit encore cette incroyable litanie de minoration, qui publie un article « Professeur décapité, l'extrême droite, première sur la récup ». Michel, c'est quand même assez incroyable de la part de Libération. Là, c'est une tentative pathétique de noyer le poisson. Alors, on utilise toute une série d'arguments assez extravagants. Alors déjà, de dire « Ah non, c'est pas une religion qui est en cause, c'est l'obscurantisme ». Je rappelle que pendant très longtemps, on expliquait que précisément la religion, c'était un facteur d'obscurantisme, c'était l'opium du peuple. C'est pas... Donc là, non, c'est l'obscurantisme dans l'abstrait. Alors il y a le grand classique de donner la parole aux parents et aux proches du terroriste, qui évidemment disent qu'il est très bien, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment extraordinaire. Il aimait rire, il aimait faire rire. Oui. Là, je suis pas sûr qu'il fasse vraiment rire. Hein. Et puis, oui, alors l'extrême droite qui récupère, ça, on va en parler plusieurs fois. Là, c'est affreux. Les mêmes qui nous expliquaient que tout est politique, brusquement, nous expliquent que là, surtout pas. Là, les problèmes de sécurité, de violence, c'est pas du tout des problèmes politiques. Et alors, il y a eu aussi une réaction de Charlie Hebdo.
Oui, alors Charlie Hebdo nous ressort un grand classique, l'antifascisme. Ah là là, l'islamisme, c'est rien, c'est le fascisme qui a une nouvelle fois frappé. Là, nous sommes en pleine régression historique et intellectuelle. On essaie de ne pas nommer la réalité. Mais accessoirement, c'est totalement en porte-à-faux avec les intentions du pouvoir qui, au contraire, ont essayé, eux, comme M. Macron a quand même désigné l'islamisme. Bon, donc je veux dire, on voit bien que ces médias sont très mal à l'aise, que cette réalité les touche profondément et est en train de déconstruire une partie de leur discours. Alors, outre Libération et Charlie Hebdo, il y a par exemple Cédric Masse, qui est un expert souvent invité sur les plateaux télé, qui déclare « Un professeur est mort ce soir, la décence devrait imposer à toutes et à tous de ne pas se déchaîner pour profiter de l'émotion légitime à des fins bassement politiciennes. Respectons le deuil de ses proches ». Et puis on a également Edoui Plenel qui déclare l'extrême droite qui cherche à récupérer l'attentat. Et toujours sur cette question de l'extrême droite, on a Laurent de Boissieu de La Croix. Les rodomontades des islamophobes sont pathétiques. Certes, ils étaient de ceux qui ont dénoncé des faits prouvant la montée de l'islamisme, mais leur discours anti-islam, voire racialiste, a souvent rendu inaudible l'ensemble des lanceurs d'alerte. C'est une des réactions... Oui, alors moi j'ai un peu de mal à comprendre la logique de M. de Boissieu. C'est quand même un peu amphigorique ce qu'il raconte. Alors il dit, ah oui, ils avaient raison d'alerter contre les risques, mais ils ont trop alerté, alors ils ont empêché de parler les modérés. C'est grotesque, c'est grotesque. Bon, alors la récupération politique, oui, bien sûr, il peut y avoir une récupération politique, mais le vrai sujet, c'est... Pourquoi y a-t-il ce type d'attentat ? Je veux dire, qu'il y ait des gens qui récupèrent politiquement, encore une fois, ça me paraît normal, parce que les questions de sécurité sont des questions politiques, ce n'est pas des questions abstraites, c'est une réalité, donc il est normal que des politiques... politiquement, on appelle ça de la récupération péjorativement. Je veux dire, c'est même le b.a.-ba de la démocratie, c'est qu'effectivement, il y a des politiques qui parlent de l'actualité. Je veux dire, on peut pas les en empêcher. Bon, mais donc là aussi, on se concentre sur un détail, n'est-ce pas ? Le vrai sujet, c'est la gravité de cet attentat et tout ce qu'il y a derrière. Alors, on a également assisté chez les médias à une mise en cause, tout simplement, des catholiques, avec, par exemple, Ouest France, qui fait fort, en donnant la parole à un ancien professeur d'histoire géo, quand les chrétiens mettaient les lois de Dieu supérieures à la République. Donc l'idée, c'est d'accuser les catholiques. On a également France Culture qui a supprimé un tweet, mais qui est toujours visible puisqu'il a été archivé entre-temps. L'assassinat du professeur d'histoire-géographie pose la question de la résurgence de l'accusation de blasphème dans nos sociétés modernes et laïques, avec une illustration assez incroyable, celle de catholiques qui protestaient contre les insultes à Jésus. Et puis, à Angers, on a une drôle d'intervention d'une syndicaliste de la CGT. Le gouvernement et les représentants politiques des collectivités locales et territoriales vont nous parler de laïcité. En réalité, ils favorisent systématiquement l'Église catholique, en particulier à travers l'enseignement privé. Parce qu'il s'agit de faire des courbettes à la fraction réactionnaire de la mouvance catholique. Nous ne devons pas être instrumentalisés par les politiciens de droite ou d'extrême droite ou macronistes qui veulent surfer sur les préjugés nationalistes, xénophobes ou anti-musulmans. Bon, là, c'est un artifice classique de propagande, c'est les fausses fenêtres, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre sur le même plan des phénomènes qui ne sont pas sur le même plan. Que je sache, il n'y a pas eu d'attentat, d'égorgement, de décapitation provoqués par des catholiques ou des chrétiens. Je veux dire, c'est plutôt d'ailleurs l'inverse. C'est plutôt eux qui sont en général victimes de par le monde des violences. Bon, donc déjà, cette espèce d'illustrer un propos sur le terrorisme islamiste par une photo où on voit une manifestation de gens bien gentils d'ailleurs, on les voit, ça n'a pas l'air d'être des excités. C'est une désinformation absolue. Alors, Angers, c'est intéressant
de deux points de vue. D'abord, on voit le discours d'une certaine gauche qui continue de poursuivre ses lubies. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même la réaction d'un certain nombre de participants qui n'étaient pas du tout d'accord et qui ont hué. Donc, je veux dire, on voit bien que tout un discours lénifiant ou destiné à détourner l'attention sur la réalité des risques posés par l'islamisme dans notre pays, est en train de perdre en crédibilité fortement. Et on a d'ailleurs vu la même chose au rassemblement en hommage à Samuel Paty à Paris, oui, où la représentante de l'UNEF qui intervenait a été là aussi largement huée et conspuée par les gens. Oui, traité de collabo. Oui, c'était ce qui est d'ailleurs vrai. Je veux dire, ces gens sont des collaborateurs inconscients, malgré eux. Oui, enfin, l'islamo-gauchisme, ça existe aussi. Enfin, je veux dire, on le voit bien. C'est vrai. Mais bon, on va dire qu'on va leur laisser le bénéfice du doute quand même. En tout cas, on ne peut pas dire qu'ils sont tous collaborateurs complices, conscients, on va dire. Gérald Darmanin a aussi pointé du doigt un danger, celui du suprémacisme blanc. Alors, la menace principale, prépondérante, c'est l'islamisme radical. Mais ce n'est pas la seule. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, j'ai eu à connaître par la DGSI d'une opération qui a justement évité un attentat, ça fait partie des 32 évoqués, d'un suprémaciste blanc. Bon, là, c'est les fausses fenêtres, hein, c'est-à-dire... Oui, c'est toujours un peu la même chose. Oui, c'est toujours la même chose. Pareil, on pourrait dire la même chose. Citez-moi un suprémaciste blanc qui a égorgé un enseignant ou qui a tué à la Kalachnikov des gens au Bataclan, etc. Enfin, je veux dire... On pourrait vous ressortir dans ce cas-là oui, mais je parle en France. Hein, je parle en France. Oui, je comprends bien. On a Plantu également, Michel, qui s'est fendu de son plus beau coup de crayon, n'est-ce pas, dans le monde, et qui a sorti un dessin qui, là encore, interroge. Là, c'est un dessin intéressant. Je dirais, on peut y lire beaucoup de choses. Alors déjà, évidemment, on nous ressort l'islamo-fascisme. Hein, alors encore, même en l'occurrence, c'est plutôt des nazis que des fascismes. Enfin bon, peu importe. 1940, hein, on est en 1940, c'est parti. Alors quand on regarde vous avez vu, quand on regarde les drapeaux, on voit le drapeau nazi, puis à côté il y a aujourd'hui le drapeau avec dessus l'arobase, hein, sur un fond vert. Donc c'est Internet qui est dangereux, hein, les réseaux sociaux. Donc là, la loi Avia va passer la tête. Alors en plus on voit bien l'évolution. En 1940 on parle de liberté dans son dessin. Là il parle de la liberté d'enseigner. C'est déjà beaucoup plus réducteur. Hein. Qu'est-ce que vient faire la liberté d'enseigner, là, en l'occurrence, puisqu'il s'agit, en l'occurrence, de présenter des caricatures obscènes de Mahomet, hein, je rappelle quand même. C'était ça le fond du problème. Bon, donc... ça veut dire... c'est pas la seule chose, la liberté d'enseigner, c'est pas ce qui était visé. Oui, c'est pas... Enfin, la liberté d'enseigner, c'est pas la liberté de blasphémer. Enfin, je veux dire, il y a un vrai débat derrière ça. Mais là, tout ça est présenté comme étant normal. Et on voit bien donc une réduction politique de la réalité. Hein. On essaie de nous expliquer que le vrai sujet aujourd'hui, c'est la liberté d'enseigner. C'est pas le seul sujet que pose l'islamisme en France. Hein. Non. Donc c'est réducteur et c'est trompeur. Alors vous parliez à l'instant de blasphème, eh bien France Inter a réinventé le délit de blasphème. Voici les propos délirants de Patricia Martin, journaliste à France Inter, qui est reprise par son invité, qui est président de la Fondation de l'Islam de France. On ne se fait pas justice soi-même et le blasphème doit passer devant les tribunaux. Puisque dans notre pays, et tant mieux, il n'y a pas ce délit, si on passe devant les tribunaux, on sera débouté. Là, la journaliste, elle n'a pas fait vraiment bien son travail, elle ne connaît pas bien les lois applicables en France, donc elle ne sait pas que depuis 1881, on a aboli le blasphème religieux, on a aboli le délit qui existait d'atteinte à la morale religieuse. Hein. Donc ça a disparu. Ce qui est hallucinant, c'est que c'est son invité musulman qui lui rappelle la loi française. C'est encore une journaliste qui travaille bien, quoi, qui fait de l'à peu près. Alors, on va aussi s'intéresser au dérapage de Jean-Luc Mélenchon avec ses propos sur la communauté tchétchène. Et puis aussi, il faut interroger sur ce qui se passe avec les Tchétchènes en France, parce qu'on a accueilli des Tchétchènes qui étaient des partisans d'une guerre civile sur fond de religion. Alors voilà la deuxième fois qu'on a affaire à
à des individus liés à cette communauté. Une première fois, il s'envoie à 150, terroriser une ville. Une deuxième fois, en voici un qui coupe la tête d'un enseignant. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment qu'on s'interroge sur ce qu'ils font, quoi. Sur LCI, il a réitéré ses propos. Il y a clairement un problème avec la communauté tchétchène en France. Les Tchétchènes qui ont une activité d'islamisme politique doivent être expulsés. Michel Geoffroy, ce sont des propos très forts. Ah oui, c'est des propos qui, par leur généralité, risquent de tomber sous le coup de la loi. Donc la loi Pleven. Oui, de la loi Pleven, puisqu'il désigne un groupe à la vindicte populaire, donc ça, c'est pas bien. Alors, M. Mélenchon, manifestement, est légèrement mal à l'aise, il est en porte-à-faux. Je rappelle que son mouvement a plutôt tendance aujourd'hui à verser dans l'indigénisme. Là, il essaie de monter en épingle la problématique des Tchétchènes. Je dirais d'une certaine façon, l'arbre tchétchène est en train de cacher la forêt de l'islamisme en France. Alors c'est d'autant plus comique qu'il faut quand même rappeler que nos médias et nos politiques en France ont passé leur temps à présenter les Tchétchènes comme des victimes de l'affreux Poutine. Je rappelle en particulier, pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte, l'horrible attentat de Beslan, qui était aussi un attentat devant une école, puisque c'était un jour de rentrée scolaire, où les Tchétchènes ont pris en otage 1 millier de personnes, d'enfants et de parents. Il y a eu 300 morts, dont 180 enfants. C'est un attentat de 2004. Nos médias ont passé leur temps à expliquer d'une part que les Tchétchènes étaient des combattants de la liberté, et que deuxièmement, s'il y avait eu des morts, c'était la faute des services de sécurité russes, n'est-ce pas, qui n'avaient pas été à la hauteur. Bon. Donc nous sommes dans un monde assez étonnant, où la réalité, une nouvelle fois, rattrape tous ces braves gens qui ne savent pas comment s'en dépêtrer. Et on peut se poser la question de savoir si Jean-Luc Mélenchon va être... Ah oui, s'il s'appelait Éric Zemmour, oui, vraisemblablement, voilà. Déjà, il y aurait une saisine du parquet. Oui, c'est clair que ça serait complètement différent. Alors, va-t-on vers un réveil médiatique et politique? C'est la grande question du moment, puisque il semblerait bien qu'il y ait ce réveil. On va le voir d'abord sur le rôle de l'islamisme, déjà, avec par exemple ce tweet d'Olivier Biffaut, qui est un journaliste de Slate, ancien de Libé et du Monde. Un assassinat n'impose pas le silence, il impose de dénoncer l'assassin. Ici, il s'agit de terrorisme islamiste. Et ce tweet de Dominique Régnier du Figaro qui répond à Edoui Plenel. Le journalisme, ce sont des faits. Il s'agit de la décapitation d'un professeur d'histoire exemplaire par un terroriste islamiste après que des réseaux islamistes ont orchestré une campagne de mensonges et de haine contre lui. Et puis, on a également cette tirade de Régis Le Sommier, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match sur CNews. Il ne faut pas imaginer, moi j'entends trop souvent là, depuis le début du week-end et depuis vendredi soir finalement, des gens réagir ou des responsables politiques nous laisser croire qu'il s'agit que la conséquence finalement de ces actes serait la conséquence d'une nouvelle lutte de classe. C'est-à-dire où l'immigré mis au bas de l'échelle se révolterait quelque part contre une oppression qu'il sentirait, etc. Je pense que c'est entièrement faux. Je pense que ce qui motive les islamistes, c'est précisément ce qui a été dit, mais c'est la religion. C'est un prisme religieux, c'est un logiciel religieux. Et dans le djihad, il y a eu de toutes les catégories sociales. Là, je crois que nous vivons, me semble-t-il, un événement important dans l'univers médiatique et aussi un événement politiquement important. Je pense qu'on voit bien que la parole médiatique est en train de se libérer sur un certain nombre de sujets. Pas totalement, mais ça commence. La glace est en train de fondre. Deuxièmement, je pense que cet attentat est en train de frapper au cœur la stratégie présidentielle sur le séparatisme. Rappelez-vous, dans son discours du 7 octobre, le président de la République avait dénoncé le séparatisme islamiste. Bon. Après, on a commencé à dire non, c'est pas le séparatisme, il y a des séparatismes. Après, on nous a dit ah oui, mais le projet de loi qui va mettre en œuvre les orientations présidentielles, il portera sur la laïcité. Bon, donc on voyait bien une sorte de stratégie d'ensablement ou d'enfumage politique et puis d'ensablement de la lutte contre l'islamisme. Et là, patatras.
on est obligé à nouveau de reparler de l'islamisme, on est obligé à nouveau de reparler du terrorisme islamiste. Donc c'est un événement médiatique et politique important, me semble-t-il, qui va quand même structurer un peu l'avenir des débats sur cette question de l'islamisme, et on est en train de le voir. Alors il y a également le déni de la gauche qui semble bien s'écrouler un petit peu, enfin, légèrement, peut-être pas aller trop vite non plus, mais on a par exemple Arrêt sur image qui écrit « Avons-nous ici, sur ce site, au nom d'une population dominée soumise à une narration dominante, trop adhéré aux récits atténuants ?» Une autocritique étonnante, et puis ce changement radical avec cette tirade de Patrick Cohen. Le drame de Conflans-Sainte-Honorine est aussi la conséquence d'années de délit. La gauche, une partie de la gauche a vite embrayé, préférant à Charlie la fréquentation de Tariq Ramadan et du CCIF, le comité contre l'islamophobie, parce que s'en prendre à l'islam, c'est insulter la religion des déshérités, parce que critiquer l'islamisme serait faire le jeu de l'extrême droite. On en a encore trouvé trace de cela ce week-end. C'est un responsable du syndicat Sud Éducation qui disait hier ceci sur France Inter. Nous, ce qui nous inquiète, c'est la mise en avant de thématiques qui font le jeu de l'extrême droite, les déferlements islamophobes. Voilà, un professeur vient d'être décapité par un terroriste islamiste, mais ce qui inquiète d'abord ce syndicaliste, c'est le risque d'offense aux musulmans, excuser les bourreaux, culpabiliser les victimes. Mais puis il y a ceux qui n'ont cessé de minimiser. Il y a 10 jours seulement, le livre de Jean-Pierre Aubin, qui est venu ici sur ce plateau. Vous vous en souvenez, comment on a laissé l'islam pénétrer l'école. C'est un livre documenté, édifiant, alarmiste. Ce livre faisait l'objet d'un compte-rendu dans Le Monde. Je vous laisse découvrir le titre. Retrouver le sens des proportions. Il n'y a pas d'aggravation. L'auteur dramatise, écrivait le papier. Eh bien, je ne sais pas dans quelle proportion s'inscrit le crime de vendredi. Non, ben là, on va peut-être faire quelque chose d'original par rapport à ce qu'on fait habituellement dans l'immédiat. Je crois qu'il faut donner un coup de chapeau à Patrick Cohen, parce qu'en quelques mots, en fait, il dézingue, comme on dit vulgairement, toute la propagande médiatique et toute une partie des discours dominants, de la doxa bien pensante de gauche sur ces questions. Donc c'est bravo, un coup de chapeau, bravo. Et on a également Marianne qui publie un article édifiant à lire et à partager. Liberté d'expression à l'école. Pour mes élèves, Charlie Hebdo, c'est l'extrême droite, avec le témoignage d'un professeur en lycée professionnel en Seine-Saint-Denis qui a fait le choix de ne pas montrer les caricatures, mais plutôt de les décrire. Et la réaction des élèves a été édifiante. Ils ont explosé, ils ont immédiatement insulté le journal. Certains ont même expliqué vouloir que le blasphème soit interdit par la loi. Pour les ramener à la raison, le professeur a dégainé une vidéo de drapeaux français brûlés au Pakistan en septembre 2020 en réaction à la republication des caricatures par Charlie Hebdo. Le professeur voulait leur montrer où l'intolérance pouvait mener. Je pensais les faire réfléchir, mais la plupart des élèves se sont levés et ont applaudi. Donc un article incroyable, avec Le Parisien également, qui donne la parole à des professeurs qui brisent l'omerta de l'islamisme à l'école, avec par exemple cette maîtresse de CM1 qui, au moment de décrire les différents animaux, s'est rendu compte que personne dans la classe ne voulait nommer l'animal cochon, voilà, et qu'un père a même mis un mot en disant à la professeure qu'elle ne devrait pas obliger les enfants à prononcer des mots interdits. Et plusieurs élèves de l'école l'ont même accusé d'être raciste, ce qui pose quand même question, mais ce qui montre aussi que Marianne, Le Parisien, il y a quand même un mouvement de fond qui brise l'omerta. Oui, tout à fait. Enfin, là aussi, je pense qu'on voit qu'un monde est en train de s'écrouler. C'est le monde bisounours de l'éducation nationale qui enseigne le vivre ensemble, tout va très bien, Madame la Marquise. Alors, ça avait déjà commencé, rappelez-vous, lorsque une enseignante avait été menacée par un élève dans une classe avec une arme, factice, mais avec une arme quand même, et il y avait eu ce qu'on appelait le mouvement des stylos rouges. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des professeurs qui, sur un hashtag « pas de vague », ça visait évidemment la hiérarchie, avaient commencé à diffuser ce qui se passait vraiment. Ouais. Alors ça ne relevait pas de l'islamisme à l'époque, mais enfin, il y avait de la violence. Oui, il y avait de la violence. Donc on commençait à se dire, mais c'est quand même bizarre, l'école, on n'est pas à Chicago. Bon. Là, il y a un grand ébranlement.
Il y a aussi, on pourrait citer le rapport Aubin sur la montée de l'islamisme. Qui a été défendu par Patrick Cohen dans son édito. Bon, les langues sont en train de se délier. Je rappelle que l'éducation nationale, rappelez-vous, pendant longtemps, nous a expliqué que le niveau montait. C'était la doxa. Oui. Pas de chance. Il y a eu ensuite les examens internationaux où on a vu malheureusement que le classement français était en train de descendre régulièrement. Et même l'éducation nationale maintenant reconnaît que, oui, ça monte pas. Bon. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est que la violence et l'islamisme montent. Ils montent. Et ce qui était caché, brise, quand le Parisien dit des profs brisent l'omerta, c'est à la fois une omerta médiatique, mais c'est aussi une omerta hiérarchique. Ouais. Parce que beaucoup d'enseignants qui dénonçaient ces actes se faisaient accuser de ne pas savoir maîtriser leur classe. Donc je veux dire, là aussi, la réalité est en train de rattraper tout ce beau monde qui quand même est obligé de voir que malheureusement, l'islamisme est devenu une réalité, y compris à l'école. Et autre réalité qui semble s'imposer à certains journalistes, c'est le rôle de l'immigration, parce que l'islam est évidemment dépendant du facteur migratoire, avec par exemple Bruno Jeudi qui déclare qu'il faut réduire l'immigration en France, Dominique Régnier qui déclare qu'il faut qu'on ait un grand débat sur la politique migratoire en France, Patrick Pelloux qui sur LCI se dit plutôt favorable à la déchéance de nationalité, ou encore sur le Figaro Live, Laurent Alexandre qui propose des solutions. Le masochisme migratoire doit cesser. La France n'a aucune raison de continuer à faire venir sur son territoire des gens qui la détestent. Donc la première condition pour arriver sur le sol français, c'est d'aimer la France, d'aimer la civilisation française et vouloir s'intégrer. Oui, là, c'est pareil. On commence à réaborder des questions qui étaient considérées comme tabous. Je rappelle que l'immigration, officiellement, c'est une chance pour la France. Et là, il y a quand même des gens qui se disent « Mais attendez, est-ce qu'on va vraiment dans la bonne politique ?» Là aussi, on voit bien, alors c'est pas généralisé, il y a ces quelques personnalités, mais ça traduit ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'il y a quand même un choc médiatique et culturel et qui tôt ou tard deviendra un choc politique. Alors, à noter durant ces quelques jours passés, le gros travail de Pascal Praud sur CNews, avec par exemple la parole donnée à ce directeur d'école. Vous êtes directeur d'école primaire, vous craignez pour votre sécurité. Je voudrais simplement que vous nous rapportiez ce que vous vivez au quotidien dans votre école primaire. Récemment, Pascal, des enfants ont crié « Allah Akbar » dans mon école. C'est islamiste. J'ai cru bon avec les professeurs de dire aux enfants que ce n'était pas le lieu pour dire des choses pareilles parce que ça avait une connotation mortifère que tout le monde connaît. Résultat des courses, je me suis fait engueuler par 2 parents d'élèves et j'étais seul au monde. En bon petit fonctionnaire, je me tais. J'ai même dû m'excuser pour les 2 familles qui ont failli aller très loin. Eh bien écoutez, on a vécu avec mes collègues une espèce de petite distillation de harcèlement pendant 6 mois avec des relances pour me voir. Et puis à un moment donné, n'en pouvant plus puisque c'était remonté jusqu'à la PEP et la FCPE et l'inspection académique, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai reçu ces personnes et puis écoutez, pardon, effectivement j'ai été lâche, j'ai dû m'excuser. J'ai de plus en plus peur, je me demande comment mes jeunes collègues vont réussir à travailler dans des écoles, Pascal, écoutez bien, où le livre de chevet de certaines personnes, c'est le Coran, où la France n'a aucun intérêt. Quand on me parle de laïcité, mais ça ne veut rien dire pour ces gens-là. Pascal Praud a également diffusé, par exemple, la vidéo d'Hassan II dans son interview à Anne Sinclair, dans laquelle le souverain marocain évoquait l'impossibilité pour les Marocains de s'intégrer en France, quelque chose d'assez incroyable. Et il a également diffusé une interview d'un homme politique bien connu, Jean-Marie Le Pen. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse.
Dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam en Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si des gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes. C'est un discours imparable, mais il n'était pas, Jean-Marie Le Pen, il n'a pas été partisan d'une intégration sous une forme ou sous une autre de l'Algérie dans la communauté française. De l'Algérie française, bien sûr. Il n'y a pas une petite contradiction quand même? Oui. Mais il a raison, son analyse est imparable. Bravo Pascal Praud, hein, qui continue de jouer son rôle d'ouvrir la parole, de libérer la parole et les idées. Nous vivons quand même un moment extraordinaire. On donne la parole au diable. Hein, celui qui était présenté comme le diable, c'était ouais. Jean-Marie Le Pen, qui, en 1989, donc, dit des choses, et on entend quelqu'un qui dit « mais il avait raison ». Ouais, sa logique était un peu... Non, mais vous vous rendez compte, vous voyez, on voit deux choses d'abord. Vous voyez qu'en 1980 ou 90, on pouvait encore dire des choses devant les caméras qui avaient disparu jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on commence à les redire. Bon, c'est quand même un changement non négligeable. Hein. Il faut que ça se concrétise, bien sûr, mais c'est quand même un changement de paradigme, comme on dit. Et outre journaliste très en pointe sur ces questions, c'est Éric Zemmour, on va l'écouter. Moi, quand je dis attention depuis des années, quand je dis attention, on va à l'affrontement, on va à la guerre civile, etc., on dit j'hystérise le débat, on dit je pousse à la guerre civile, je suis content d'expliquer ça. Non, non. Je pense que la fermeté avant aurait évité les drames d'aujourd'hui. Et je pense que les pacifistes d'hier, ceux qui disaient « mais non, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème », sont les vrais criminels, les vrais poussent au crime. Et comme un écho à cette prise de parole d'Éric Zemmour, ce tweet de Gabriel Cluzel, « Durant des années, on a discrédité ceux qui tiraient la sonnette d'alarme en les appelant fachosphères. Aujourd'hui, la lâchosphère qui n'a cessé de courber la tête est démunie. » C'est un tweet qui est plutôt bien sorti. Bravo à Gabriel Cluzel. Je pense que l'expression « lâchosphère » est très bonne, et d'ailleurs, elle s'applique à plein d'autres domaines que les questions relatives au terrorisme islamiste. Hein, je reviens sur ce que disait Zemmour. Zemmour a prononcé le mot, a renvoyé les pacifistes, il a désigné les pacifistes. Ça me fait penser à ce que disait le politologue Julien Freund, qui disait « Méfiez-vous, on ne décide pas d'être un ennemi. C'est l'autre qui vous désigne comme un ennemi, et vous ne pouvez rien y faire. Donc on a beau dire « vous n'aurez pas ma haine », comme on disait, comme les « Je suis Charlie » disaient ça après l'attentat de Charlie Hebdo, ça n'empêche pas les autres de vous haïr et d'avoir la haine contre vous. Donc c'est intéressant l'analyse que Zemmour fait sur le pacifisme. Alors après cette analyse générale sur ce qui semble être un début de prise de conscience médiatique, on va faire une petite pause avec la revue de presse. Et pour commencer cette revue de presse, Michel, eh bien, je vous propose de nous rendre sur Europe 1 où une intervenante était invitée à s'exprimer. Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est l'avocate et femme engagée Tiffaine Ozière qui est avec nous. Bonsoir Tiffaine. Bonsoir Julien. Alors ce soir Tiffaine, c'est un coup de cœur, on peut dire ça comme ça, pour l'intérêt général. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut sacrifier une partie de ses libertés pour l'intérêt général. Et oui Julien, comme vous et beaucoup de Français hier soir, j'ai écouté les annonces du président à la télévision. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. Aussi, si je refuse de suivre des mesures sanitaires qui sont proposées par un conseil scientifique, je fais prévaloir ma liberté au détriment de votre santé. En revanche,
si j'accepte, et ça revient à ce que vous me disiez tout à l'heure, un encadrement temporaire de la liberté, j'assure la protection de tous, et particulièrement des plus faibles. Bah oui, alors vous avez vu, c'est une femme engagée. Bah oui, elle est bien engagée puisque c'est la fille de Brigitte Macron, donc effectivement. Bon. Ça, c'est pas dit par le journaliste. Oui, ah bah non, ça, il l'a pas dit, évidemment. Mais vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Il faut se tenir à la table. Elle nous explique qu'il faut un encadrement temporaire de la liberté. Alors, vous savez ce que ça veut dire, le temporaire? En France, il n'y a jamais de temporaire. D'ailleurs, c'est ce que rappelait le dissident Edward Snowden, qui expliquait que les restrictions de liberté sont jamais temporaires, pour une raison fondamentale, c'est que les gouvernements s'habituent très vite à réduire la liberté des gens. Et rappelez-vous, les dispositions particulières prises pour lutter contre le terrorisme suite à l'attentat de Charlie Hebdo sont devenues des dispositions permanentes intégrées dans le droit français par, d'ailleurs, M. Macron. Bon, donc je veux dire, quand on vous explique que c'est temporaire, il ne faut pas se tromper, c'est pas temporaire. Le temporaire en France, il est durable. Ça dépend, ça peut quand même se nuancer. Typiquement, on peut être confiné et puis déconfiné. Oui, donc, oui. Il y a une petite nuance oui, quand même. Bah, on n'est plus confiné, mais il y a le couvre-feu. Oui. Oui, puis on vous explique qu'il y aura quand même du confinement local. Bon, je veux dire, bon, vous voyez bien, le temporaire a une certaine tendance à durer. Hein. Voilà. C'est comme les épidémies. Hein. C'est comme les épidémies. Alors, autre actualité assez incroyable cette semaine, c'est un bobard du journal du dimanche qui titre « Non, il n'y a pas 25 agressions par jour de policiers et de gendarmes, comme l'affirme Aurélien Pradier ». C'est un article de Maël Jouan. Donc pas 25, on s'attend à un chiffre évidemment bien plus bas. Sauf qu'on se rend compte, eh bien finalement, qu'ils ne sont pas 25, mais 21, selon ça change JDD. tout, ça change tout. Donc, ce qui est un changement. Oui, et ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, Aurélien Pradier répond en disant « Mais moi, je m'appuyais sur une réponse écrite du ministère de l'Intérieur qui me donnait bien ce chiffre de 25. » Du coup, le JDD se dit « Bah oui, effectivement, finalement, il a peut-être raison. » Donc, refait une enquête pour se rendre compte que finalement, les chiffres sont compliqués à obtenir avec précision. Donc, il y a des calculs savants. Il s'intéresse par exemple aux blessures policières qui ne sont pas toutes dues à des agressions. Par exemple, sur 6 000 policiers blessés en 2018, 11% l'ont été à la suite d'une agression avec arme, 72% par un autre procédé dont on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, et 17% lors d'accidents produits de manière fortuite. Oui, comme la gendarme qui avait été traînée sur la route par une voiture. C'était un accident. Alors ça c'est peut-être dans les autres procédés. Enfin, les autres procédés. En tout cas, on n'en sait rien, mais ce qui est intéressant, c'est que le journaliste nous on a cherché, on a été dans le rapport qu'il a parcouru pour préparer cette émission, ne s'est pas intéressé aux gendarmes. Et là, les gendarmes, c'est quand même assez extraordinaire, puisque sur 4 788 gendarmes blessés, eh bien dans 48% des cas, les blessures sont la conséquence d'une agression, ce qui est énorme. Et sur les policiers, le journaliste du JDD aurait peut-être pu donner un chiffre, un ordre de grandeur pour prendre conscience un peu du phénomène. En 2018... juste sur les agressions avec armes, il y avait 666 blessés. Et en 2012, ils étaient seulement 276. C'est grosso modo, le journaliste du JDD me pardonnera cet ordre de grandeur, mais entre 2,5 et 3 fois le nombre qui ont augmenté en 6 ans. C'est extraordinaire quand même. Oui, mais alors là, qu'est-ce que c'est ? Monsieur Maël Jouan, là, il fait ce qu'on appelle de la sophistique. La sophistique, ça consiste à prendre des informations de telle façon qu'on n'arrive jamais au bout. Alors, la sophistique expliquait que le mouvement n'existe pas, parce qu'on n'arrive jamais au bout vraiment. Il expliquait que les côtes, tiens, vous êtes breton, alors les côtes de Bretagne, on ne peut jamais les définir, parce qu'elles sont toujours plus compliquées que ce qui figure, plus on grossit. La sophistique, c'est pour noyer le poisson. La vérité, c'est qu'il y a effectivement des chiffres inquiétants de l'insécurité qui frappent les forces de l'ordre. C'est elles qui sont attaquées, c'est pas l'inverse, en tout cas pour certains cas. Donc on fait des digressions à l'infini pour expliquer que c'est pas tout à fait ça, mais en réalité, les victimes, qu'elles soient attaquées avec des armes, des tirs de mortier d'artifice ou avec des voitures, le résultat c'est le même. Donc c'est un exemple typique de désinformation. Bon, je crois que plus personne n'y croit, mais ça fait rien, ça fait rien.
Alors après cette revue de presse un peu courte, eh bien on se replonge dans l'actualité avec ce retour de la censure lié donc à cet assassinat et les perspectives pour l'avenir. Va-t-on vers le retour de la loi Avia? Le Parisien titre « Attentat de Conflans, cette tragédie prouve que réguler les réseaux sociaux est nécessaire ». Et on a également Christophe Barbier qui s'est prononcé sur cette question. Il faut ensuite, et ça peut être assez rapide, relancer la loi Avia, qui a été censurée quasiment intégralement par le Conseil constitutionnel avant l'été, qu'on peut très bien remettre sur l'établi en changeant s'il le faut la Constitution. Mais profitons de cette tragédie, si j'ose dire, pour faire une loi Avia validée constitutionnellement. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les grands opérateurs des réseaux sociaux auraient entre 1 heure et 24 heures selon les contenus pour faire disparaître les contenus haineux, et sinon, eux seraient considérés comme responsables, voire complices. Cette loi a été cassée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression. Il faut maintenant la faire repasser au nom aussi de la liberté d'expression. Quand je lis le titre du Parisien, la tragédie prouve que réguler les réseaux sociaux est nécessaire. À mon avis, il y a d'autres régulations qui s'imposent derrière. Bon, donc cette idée, l'idée qu'il y a derrière la loi Avia, d'une certaine façon, c'est outre la censure générale, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, on ne va pas uniquement censurer les méchants islamistes, c'est l'idée saugrenue qui consiste à penser que le mal vient des choses. Le mal vient des couteaux, le mal vient des voitures, le mal vient des réseaux sociaux. Il ne vient pas des gens. Ces gens ont un projet. Le projet, c'est de limiter la liberté d'expression de tous les Français. Bon. Et on se sert d'une façon, je dois dire, assez ignoble, on se sert de cet attentat pour essayer de repasser par la fenêtre, alors que le Conseil constitutionnel avait, à juste titre, souligné les risques liberticides de ce texte. Donc, ça doit être l'encadrement provisoire de la liberté, comme dirait la fille de Madame Macron. On voit, ce n'est pas sérieux. Avec un Christophe Barbier qui était quand même en grande forme. Alors, moi, je pense que M. Barbier, on devrait instituer un prix Orwell, puisque M. Barbier nous explique que limiter la liberté, c'est un moyen de défendre la liberté. C'est quand même très fort. Il est exceptionnel. C'est très fort. Alors, question pour l'avenir, Michel. Faut-il montrer les caricatures aux élèves aux élèves collégiens, lycéens, etc. C'est la question posée par Le Point. Et la réponse, elle est quand même un petit peu... elle n'est pas si évidente que ça, on va dire. Oui. On est mal à l'aise. Enfin, moi, personnellement, je suis mal à l'aise dans cette affaire, dans cette présentation des choses et cette volonté de réduire la liberté d'expression, qui est quand même très menacée dans notre pays, et pas uniquement par les islamistes, de réduire la liberté d'expression au droit que l'on aurait de blasphémer une religion, en l'occurrence la religion musulmane, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans Charlie Hebdo, tout le monde y passait. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que la liberté d'expression se réduise au droit de blasphémer une religion. Bon. Derrière, n'est-ce pas, on voit bien une tentative de la gauche et de l'extrême gauche de reprendre la main en nous expliquant que le seul sujet, c'est les valeurs de la République, c'est la laïcité qui va nous préserver de tout, n'est-ce pas? Bon, donc là, on essaie à tout prix de pousser dans un corner la question fondamentale de la liberté d'expression qu'on doit effectivement poser parce qu'elle est menacée dans notre pays, elle est menacée par la perspective de la loi Avia, elle est menacée par les juges, elle est menacée par les lois liberticides, mais c'est un sujet beaucoup plus large que le simple problème de l'islamisme. Et on peut aussi se poser la question de la sécurité de ceux qui le feraient, parce que c'est bien beau d'avoir une bouffée de courage et d'héroïsme. Quand M. Manuel Valls, n'est-ce pas, nous explique qu'il faudrait, sur toutes les écoles, afficher les caricatures de Mahomet, je dois dire que c'est quand même un discours pour le moins imprudent. Oui, on n'est plus dans la France des années 80. Oui. Là, on est dans une France aujourd'hui où il y a quand même une forte partie de la population qui peut être offensée par ces choses-là. Et quoi qu'on pense par ailleurs, c'est juste objectivement, mais ça ne préjuge de rien d'autre, c'est se mettre en danger assez inutilement. Mais pas M. Manuel Valls. Lui, il est protégé, donc il risque rien. Exactement. Bon.
Alors, la question qui reste, c'est que fait-on quand on a pris conscience de la situation? C'est la question qu'a posée Pascal Praud à Nadine Morano. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage en ce qui concerne les miens, les Marocains, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. C'est terrible, parce que si Hassan II a raison, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr qu'il a raison. Et d'ailleurs... Non mais qu'est-ce qu'on fait? Non mais... d'abord... Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord... Je veux dire, parce qu'une fois que tu as fait le constat... c'est un constat qui est confirmé, parce que quand vous regardez votre sondage, 70% des musulmans pensent que la presse a eu tort de publier les caricatures. Ce qui prouve bien qu'ils ne sont pas... ils sont pas compatibles avec notre mode de vie, qui est la liberté d'expression. C'est les fondamentaux de notre démocratie. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors que faire? C'est la question... de tous les politiques. C'est la question que posait Lénine, je rappelle, après l'échec de la révolution de 1905. Que faire? Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, il est évident que les hommes des médias n'ont pas la réponse. C'est une réponse qui est de nature politique. Même Nadine Morano, sur le plateau, n'a pas l'air d'avoir la réponse non plus. Oui, ils n'ont pas la réponse. C'est d'ailleurs grave. Ça veut dire que nous vivons dans une époque où on a des élites qui ne savent pas quoi faire. Ça arrive déjà dans l'histoire, ils ne savent pas quoi faire. Donc ça veut dire que ces élites, elles doivent disparaître, elles doivent être remplacées par d'autres. Alors, moi je propose une réponse, je propose un rendez-vous pour les auditeurs, les téléspectateurs. C'est le forum, le 6e forum de la dissidence que Polémia organise le 21 novembre prochain, qui va traiter de cette question, qui va traiter de la question... de la problématique de l'assimilation, de la problématique de l'immigration, de la remigration, de la problématique du séparatisme. Nous allons essayer d'apporter des réponses à ces questions. Donc rendez-vous 3 quai de Grenelle, le 21 novembre, à partir de 13h30, au New Event Cap Center. Voilà. Et avec peut-être la participation de Pascal Praud et de Nadine Morano. Il pourrait venir. Ils auraient des idées comme ça. Ils auraient des idées, effectivement. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la partager au maximum autour de vous, à vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube dédiée à Imedia. Et puis, Michel Geoffroy, on se revoit avec grand plaisir une autre fois. Oui. Et on se dit à la semaine prochaine.